Nous allons vous présenter ici l'impact du changement climatique sur nos productions et comment on peut s'y adapter. Alors d'abord, pourquoi se préoccuper du changement climatique? On pourrait dire c'est au gouvernement d'agir, c'est pas à nous, c'est aux décideurs. De toute façon, c'est dans longtemps, quand on regarde les prédictions, on voit pas grand-chose. Souvent, les prédictions sont totalement incompréhensibles, comme vous voyez à droite, avec tout plein d'acronymes, des courbes qui se chevauchent, on comprend pas grand-chose. Et finalement, on s'en remet à nos sens et on confond climat et météo. La conscience, heureusement, augmente fortement au niveau du changement climatique. Et il faut savoir que actuellement, nous sommes déjà rentrés dans un changement climatique irréversible. Ce n'est plus pour les générations futures, c'est pour nous. Donc, commençons par faire le point sur la situation actuelle. Donc là, vous allez voir des graphiques issus de Météo France. Donc, c'est les données en France. Ici, c'est les graphiques de température du printemps entre 1900 et 2020. Et vous avez les écarts à la moyenne. Et la moyenne est prise entre l'année 1980 et 2010. C'est ce qu'il y a à l'intérieur du petit rectangle bleu. C'est pour ça qu'avant, tout est bleu et après, tout est rouge. Parce que la moyenne est prise à l'intérieur du rectangle. Donc, ce qu'on voit sur le printemps, c'est que, effectivement, ça fait 4 ans de suite où on a un printemps plus chaud que la normale. Et si on compte sur les 10 dernières années, on n'a que 3 années avec un printemps plus frais. Et on est même à des hausses de température de jusqu'à 2 degrés supplémentaires en prenant une période de référence où on voyait déjà l'effet du réchauffement climatique. Au niveau des étés, c'est encore pire. C'est-à-dire que là, les fluctuations d'année en année deviennent de moins en moins fortes. Donc on a de plus en plus des étés très chauds, avec en gros entre 1,5 et 2 degrés de plus tous les étés. Vous voyez que la période de référence est aussi de 1980 à 2010, et à l'intérieur, il y avait quand même l'été 2003 qui était l'été le plus chaud jamais observé. Donc si on prenait la référence sur les années 1900 à 1950, en gros, là où on est sûr qu'il n'y avait pas encore de réchauffement climatique, ce serait encore pire. Ça explique pourquoi un peu tous les ans, on a une canicule. Alors, lorsqu'on regarde les données par décennie depuis 1950 à 2020, ce que l'on voit, c'est que jusque dans les années 90-2000, on a entre 10% et 30% des années qui présentent une période caniculaire. Et depuis 2000, on voit que ça s'emballe. Sur la première décennie 2000, on a 60% des années qui ont eu une canicule. Et sur les 10 dernières années, on a 9 années sur 10 avec canicule. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire qu'actuellement, la norme s'est inversée. Avant, ce qui était exceptionnel, c'était d'avoir une canicule. Maintenant, ce qui est exceptionnel, c'est d'avoir un été frais. On pourrait dire un été, entre guillemets, normal, c'est-à-dire avec des températures pas trop excessives et des nuits fraîches. Maintenant, la norme, c'est que tous les ans, on va avoir une période avec des fortes températures le jour et la nuit. Lorsque l'on regarde la fréquence de ces canicules par an, ce qu'on se rend compte, c'est que depuis les 20 dernières années, on a plus d'une canicule par an. On a, dans 30% des années, on a 2 canicules par an, 2 périodes de canicule. Ça veut dire que ce n'est pas des canicules qui durent quelques jours et du coup c'est pas très gênant pour la production. On a des canicules qui durent plus longtemps et qui se répètent pendant le printemps ou pendant l'été. Au niveau des précipitations, on voit que les données sont un peu moins belles que pour la température, on voit moins l'impact du réchauffement climatique, sauf que depuis les 5 dernières années, on a tous les ans un déficit de précipitations. On peut donc supposer, ce n'est pas forcément confirmé, mais les modèles vont dans ce sens, que la norme va être d'avoir moins de pluie sur les périodes estivales. Donc, si on résume, actuellement, on a des printemps et des étés plus chauds, avec au moins 2 degrés de température en plus. On a une canicule tous les ans et on a des précipitations en baisse. Au niveau de Météo France, ils font des prévisions région par région sur l'évolution du climat. Donc, vous avez ici l'évolution du climat futur pour les Pays de la Loire.
Le graphique représente la température moyenne annuelle, donc été, printemps, été, automne, tout mélangé. Et vous avez 3 prévisions. Vous avez la courbe en marron là. Vous avez une première prévision qui est la plage jaune et une seconde prévision qui est la plage violette. Il faut savoir que la courbe, c'est marqué simulation Aladdin RCP 2,6. Ça veut dire que c'est un scénario très optimiste sur la réduction des gaz à effet de serre. C'est-à-dire, en gros, on fait le Covid-19 tous les ans, pendant 10 ans, pour avoir l'objectif. Je ne pense pas que ça se réalisera. Et après, vous avez 2 autres scénarios. Donc, le jaune, c'est l'intensité, entre guillemets, de réchauffement climatique 4,5 et le violet, c'est 8,5. 8,5, c'est on ne fait rien, on fait comme d'habitude, on attend qu'il n'y ait plus de pétrole pour arrêter d'utiliser du pétrole. Donc, très certainement, on va se situer entre la courbe jaune et la courbe violette. Si on est très pessimiste, on va dire on va être au niveau de la courbe violette. Et là, vous voyez qu'en Pays de la Loire, l'augmentation des températures, ça ne va pas être 2 degrés, mais on devrait atteindre facilement 3 ou 4 degrés, c'est-à-dire un climat totalement méditerranéen en Pays de la Loire. Si on regarde les températures hivernales, on a la même chose, on va arriver entre plus 2 et plus 3, donc en gros plus de gel chez nous. Et pour les températures moyennes estivales, c'est presque pire, c'est-à-dire que là on arriverait facilement à 4 degrés de plus, c'est-à-dire 2 fois pire que ce qu'on a actuellement. Voilà pour ces petites réjouissances. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a déjà des contraintes, donc il faut s'adapter et que de toute façon ça va être de pire en pire. Donc plus on s'adapte tôt, mieux ça ira. Donc ici, nous avons résumé un peu ce que je viens de dire et en plus, ce qu'il faudrait, c'est réussir à mettre en place des mesures d'atténuation, c'est-à-dire émettre moins de gaz à effet de serre. Vous avez vu que l'Europe y a annoncé moins 55% des émissions. Je ne sais pas comment ils vont faire, c'est-à-dire moins 55%, il faut arrêter la voiture et il faut arrêter l'usage du pétrole presque entièrement. Ça va être très compliqué. Dans notre secteur, la réduction des gaz à effet de serre, ça veut dire en gros 3 choses, moins de chauffage, moins de plastique et une fertilisation de la pleine terre qui n'est pas basée sur les nitrates, puisque les nitrates produisent le protoxyde d'azote qui est le gaz à effet de serre de l'agriculture. Alors, voyons maintenant comment on peut s'adapter à ce changement climatique. Il y a déjà 2 types d'adaptation possibles. Il y a l'adaptation au jour le jour. Je change mes horaires de travail, je commence plus tôt, je mets plus d'ombrage dans mes abris, je gère l'irrigation différemment, j'adapte mon itinéraire technique, j'utilise des goutteurs, pas d'asperceurs, j'utilise d'autres variétés plus résistantes à la sécheresse, plus résistantes à la chaleur, etc. Et puis il y a les adaptations à moyen et long terme qui là coûtent des investissements, avoir des bassins plus grands, des bassins couverts pour éviter l'évaporation de l'eau, avoir des récupérateurs d'eau sur tous les abris pour récupérer la moindre goutte qui tombe. On va avoir besoin aussi d'avoir une nouvelle régulation thermique dans les abris, installation de cooling system dans les serres, de systèmes d'ombrage extérieur à la serre. Quand on a l'ombrage à l'intérieur de la serre, l'effet de serre se fait quand même. Il se fait au-dessus du filet d'ombrage, mais il se fait. Lorsqu'on a un système d'ombrage à l'extérieur de la serre, l'effet de serre à l'intérieur est beaucoup moins fort et là on réduit beaucoup plus efficacement la température. Et puis renouvellement des installations, renouvellement des serres, renouvellement des tunnels pour des types d'installations adaptées au changement climatique. On peut parler aussi d'adaptation de la gamme de plantes. Il y a des plantes qu'on ne pourra plus produire en Pays de la Loire, c'est sûr, mais il y a des nouvelles plantes qu'on pourra produire en Pays de la Loire. Alors, voici quelques exemples. Est-ce que c'est possible? Je ne sais pas, j'ai pas fait les études, j'ai pas étudié en détail tous ces systèmes, mais ce sont des idées qui peuvent être intéressantes à étudier. Ici, nous avons le principe du puits canadien, c'est-à-dire des tuyaux qui font circuler de l'air dans le sol pour rafraîchir les abris en été et réchauffer les abris en hiver. Il y a développé par la station du râteau les serres bioclimatiques, c'est-à-dire qu'on va installer ici des bidons noirs qui vont servir de tampons thermiques, c'est-à-dire qu'ils vont absorber la chaleur pendant la journée, donc ça va rafraîchir les abris, et vont libérer cette chaleur la nuit, donc ça va réchauffer les abris. Ça permet de limiter les gelées et d'écrêter les fortes températures pendant les journées. Nous avons la serre chinoise semi-enterrée, vous avez en bas le système
traditionnel et en haut le système industriel. Vous voyez, la surface est assez gigantesque. Ces serres semi-enterrées profitent de la fraîcheur du sol et du coup écrètent les températures. Vous avez sur le petit graphique la température de l'air dans la serre et vous avez en orange, oui, orange brun, la courbe au niveau du sol, c'est-à-dire là où on voit les zones un peu fraîches ou un peu chaudes sur les schémas au-dessus, c'est-à-dire la zone où il y a les plantes, il y fait moins froid et il y fait moins chaud. Au niveau des itinéraires techniques, on peut parler de l'épigénétique et de la mémoire au stress hydrique. Ça, c'était un petit essai qu'on avait fait il y a 2 ans déjà, avec à droite, on applique un fort stress hydrique à des chrysanthèmes au moment du repiquage et après on les met en confort hydrique et on voit que jusqu'à la fin de la culture, on a besoin de moins les arroser, on a une qualité supérieure à la fin. Donc ça, c'est des travaux qui sont en cours à l'INRA à Angers, par exemple, pour essayer d'avoir des boutures ou des plantes plus résistantes au stress hydrique en leur appliquant un stress, soit sur pied mère, soit sur le genou. Voilà quelques exemples. Maintenant, parlons un peu de l'avenir. La région Pays de la Loire a lancé un grand projet, un large projet, on va dire, parce que les fonds ne sont pas énormes, qui regroupe tous les secteurs agricoles des Pays de la Loire pour travailler sur l'adaptation et l'atténuation au changement climatique en agriculture. C'est un projet qui va démarrer en 2021 et se terminera en 2024. Asredor, avec 2 stations, la Rexor et la STEP et le BHR, sont partenaires de ce projet et le but est de co-construire avec les producteurs des leviers à travailler pour s'adapter et atténuer le changement climatique en production horticole hors sol. Ces leviers seront testés en station puis en entreprise et il y aura des réunions régulières d'échange entre les producteurs, les conseillers, les expérimentateurs pour faire circuler l'information, les expériences et qu'on arrive à développer ces alternatives. Je vais vous présenter les leviers proposés. Donc, ce n'est pas forcément ceux qui seront travaillés. Il y en a certains ne seront peut-être pas travaillés suite aux réunions d'échange, d'autres seront peut-être ajoutés. Mais je vais vous présenter ce qui a été mis pour l'instant dans le projet. Il faut savoir qu'on cherche des leviers low-tech, c'est-à-dire qui ne font pas agir de la haute technologie, des capteurs, des ordinateurs, etc., des sondes. Pourquoi? Parce que déjà, ces systèmes sont très énergivores, sont très liés à des productions extérieures. On a vu ce qui s'est passé avec la Chine et les masques, hein. C'est pareil, tous les systèmes de sondes ne sont pas fabriqués en France ni en Europe, c'est plutôt fabriqué en Chine. Et en plus, ils sont très liés aux matières premières. Quand on va avoir matières premières minérales essentiellement, quand on va avoir des tensions sur ce secteur, les prix vont flamber. Ce sont des systèmes aussi assez fragiles, donc l'ère du high-tech, c'est un peu l'ère de la panne. On n'arrête pas d'appeler le service après-vente pour venir réparer les installations. Donc tous ces inconvénients font qu'on s'oriente plutôt vers du low-tech. Le low-tech, c'est quoi? C'est on utilise des processus physiques pour obtenir ce qu'on veut. Et on n'a pas de sonde, on n'a pas de capteur, on utilise juste un procédé physique, une méthode physique qui permet de faire ce qu'on veut. Par exemple, pour illustrer le high-tech et le low-tech, par exemple, si vous avez une gazinière moderne, sa gestion de température dans le four est très certainement high-tech, c'est-à-dire vous avez un capteur de température à l'intérieur du four qui va aller sur un petit circuit imprimé qui va ralentir ou accélérer le chauffage de votre four. Ça, c'est plutôt du high-tech. Vous avez un capteur, vous avez un circuit imprimé, vous avez une décision, etc. Pour le système de four low-tech, c'est les anciens fours. C'est ceux où on entendait un clac quand le gaz se remettait en marche et un clac quand il s'arrête. C'est simplement un bilame. Pour ceux qui s'en souviennent, c'est une lame avec 2 matières différentes sur le recto et le verso qui se dilatent pas à la même vitesse. Quand le four se refroidit, l'un des côtés de la lame va se refroidir plus lentement et du coup vous avez la lame qui bouge et qui va retirer le contact. Et quand il se réchauffe, vous allez faire contact ou l'inverse. Et du coup vous avez un interrupteur thermique sans aucun système électronique. Donc là c'est un peu pareil, on cherche des systèmes dans ce style. Alors, pour refroidir les tunnels, on a pensé à plusieurs choses.
La première, c'est d'utiliser l'évaporation de l'eau. L'eau, quand elle s'évapore, elle absorbe beaucoup d'énergie et du coup, ça refroidit les surfaces sur lesquelles elle s'évapore. Donc, on pense tout de suite à asperger les tunnels de l'extérieur. Mais si on asperge un tunnel de l'extérieur, l'eau va tout de suite tomber sur les bords. Donc, cette aspersion serait couplée à un filet d'ombrage. Donc, le filet d'ombrage limiterait la lumière à l'intérieur, donc déjà la température. Et après, cette aspersion permettrait à l'eau de ruisseler doucement vers le bord du tunnel et d'avoir le temps de s'évaporer. Elle s'évapore en contact avec la paroi, donc la paroi du tunnel se refroidit, donc ce qui permet de refroidir l'intérieur du tunnel. Voilà la première idée. La deuxième idée, c'est d'utiliser des couvertures de tunnel qui bloquent les infrarouges. Les infrarouges, c'est ce qui provoque l'effet de serre. Les infrarouges rentrent les bâches de tunnel où le verre est transparent aux infrarouges, donc ça rentre à l'intérieur de l'abri. Ça va taper sur la surface qui va se réchauffer, qui va réémettre d'autres infrarouges à longueur d'onde plus longue. Et ces infrarouges sont piégés par le verre ou par le plastique à l'intérieur, ce qui entretient la chaleur à l'intérieur. Ici, le but c'est d'empêcher les infrarouges de l'extérieur de rentrer pour éviter l'emballement à l'intérieur du tunnel. Et la troisième idée est de faire un chauffage au sol, plutôt pas une réfrigération du sol, plutôt en utilisant un circuit d'eau, un peu comme les circuits d'eau de chauffage de maison. Là, on enterrerait des bidons en profondeur dans le sol, là où le sol est toujours frais. On fait circuler de l'eau à l'intérieur de ces bidons, puis on les fait passer sous le sol dans des petits tuyaux qui doivent permettre de refroidir la surface du sol. Ainsi, on aura un sol plus froid et un sol, là où il y a les plantes, qui permet d'avoir un substrat plus froid, un microclimat plus froid et du coup une croissance des plantes meilleure. Voilà les trois idées pour les tunnels. Pour les plateformes extérieures, tout simplement, on est actuellement sur des bâches noires qui absorbent la chaleur et qui du coup créent des microclimats très chauds au niveau du sol. Là, l'idée est de blanchir ces bâches, soit en utilisant des bâches blanches neuves. Là, on aura besoin de faire des comparatifs économiques et des comparatifs en termes de coût carbone pour l'usage d'une bâche noire blanchie ou l'usage d'une bâche directement blanche. Et donc, la première idée, c'est de laisser les bâches noires actuelles, mais simplement de les blanchir. Comme on blanchit les serres, on blanchirait nos bâches noires pour qu'il n'y ait pas d'élévation de température au niveau du sol. Au niveau de l'atténuation du changement climatique, deux leviers seront testés. L'alternative aux pots plastiques, donc là ce sera une évaluation en termes de bilan carbone, de prix, de praticité d'utilisation, de dégradation, etc., etc. Et puis la deuxième chose, c'est d'utiliser exactement le même système que tout à l'heure, mais de l'utiliser l'hiver. Donc l'hiver, le sol est plus chaud que l'air, et cette fois-ci, la circulation d'eau permet de réchauffer la surface du sol et donc d'avoir un microclimat plus chaud au niveau des plantes. Voilà au niveau des leviers que nous proposons. Et si vous en êtes d'accord, je veux bien recueillir vos réactions pour commencer déjà à voir si ça vous paraît réalisable, si c'est totalement illusoire ou si vous avez d'autres idées. Merci Alain pour cette présentation. On n'a pas beaucoup de questions sur le chat. Alors, du coup, je vais te poser quelques questions. Est-ce que ça veut dire que les entreprises devraient déjà commencer à se poser la question de leur gamme et peut-être commencer déjà à adapter certaines par rapport au changement climatique qui va venir? Alors, oui, ce qui est sûr, c'est que certaines plantes, on ne pourra plus les produire dans notre région. Il faudra des climats plus frais, plus humides, et du coup, elles seront produites plus au nord. Donc, c'est toutes les plantes qu'on connaît déjà, hein, qui sont plutôt de climat bien tempéré. Par exemple, la véronique, on a de plus en plus de mal à la produire dans la région, hein. C'est vraiment une culture qui va disparaître. Par contre, le changement de gamme va être certainement assez progressif et les plantes qui vont se substituer aux anciennes existent souvent déjà dans la gamme des producteurs. Donc c'est simple, ça va certainement être
à part pour les producteurs hyper spécialisés, ça va certainement être une adaptation en volume, en proportion de leur gamme, plutôt qu'un changement radical de gamme. Ok. Et techniquement, qu'est-ce qu'aujourd'hui une entreprise peut mettre en place déjà pour s'adapter et aussi réduire son impact sur l'environnement? Donc, alors là, il y a deux questions, il y a l'adaptation et l'atténuation. Alors, au sujet de l'adaptation, je pense que actuellement le problème le plus important, ça va être, comme je l'ai dit dans la vidéo, les cultures hors sol et les cultures sous abri, où on a même les salariés qui ont du mal à aller travailler dans les abris tellement il fait chaud. Donc là, l'une des premières choses à faire pour moi est de réfléchir au refroidissement de ces abris, par exemple par des ombrières extérieures au lieu d'avoir des ombrières à l'intérieur. C'est déjà en test sur certains sites, c'est peut-être une piste à creuser. On peut imaginer aussi d'avoir des bâches moins chauffantes. Avant, on recherchait vraiment des bâches qui chauffent. Là, on va plutôt rechercher des bâches qui évitent l'effet de serre sous la serre. Au niveau de l'atténuation, il y a deux points. Il y a l'atténuation pour les cultures hors sol et l'atténuation pour les cultures en pleine terre. Dans l'agriculture en général, le problème, c'est pas le carburant. Le problème, c'est l'engrais. C'est la production de protoxyde d'azote par les engrais azotés. Donc, au niveau de la pleine terre, c'est vraiment ce point-là qui est problématique. Et donc, il faut travailler sur ces gammes d'engrais et sur la qualité de son sol pour avoir le sol le plus aéré possible et un engrais qui évite les nitrates et qui est plutôt sur de l'ammonium. Au niveau du hors-sol, c'est différent. La problématique, ça va être plutôt le chauffage des abris et l'utilisation du plastique. Donc, il y a déjà des fabricants de plastique, de pots, de plaques, etc., qui sont en train de sortir de nouveaux produits. Et puis, au niveau du chauffage, et ben là, il y a deux choix. Soit on passe à l'énergie la moins émettrice possible, c'est-à-dire on passe du charbon au pétrole, du pétrole au gaz et du gaz à il n'y a pas grand-chose qui est moins émetteur que le gaz. Ça, c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est de changer ses itinéraires techniques, changer ses gammes pour chauffer moins ou utiliser, comme je l'ai mis dans la vidéo, des processus physiques, de la géothermie ou du stockage de chaleur dans les bidons pour limiter au maximum le déclenchement des chauffages. Et avec le réchauffement climatique, justement, on peut s'attendre à faire des économies de chauffage en hiver. Alors, non. Parce que le réchauffement climatique, c'est une notion qu'on voit là. Nous, l'été, c'est sûr, ça se réchauffe. Mais pour l'hiver, il faut plutôt parler de changement climatique, c'est-à-dire qu'on a des fluctuations. Alors, il faut savoir, entre les pôles et les tropiques, il y a un flux d'air qui s'appelle le jet stream, qui fait tout le tour du globe et qui ondule. Et ces ondulations sont plus ou moins importantes suivant la saison. Et c'est ce qui va nous ramener des fois, par exemple, de l'air froid de Sibérie ou bien qui va nous faire remonter de l'air chaud d'Espagne ou d'Afrique. Et avec le réchauffement climatique, avec le changement climatique, le réchauffement global de l'atmosphère, ce courant d'air va être plus ondulant. Donc on va avoir plus d'ondulations, donc des vagues de froid plus importants, des vagues de chaud plus importants et des fois des arrêts, presque des arrêts du courant, c'est-à-dire qu'on a des cellules qui vont stagner, soit en très froid, soit en très chaud, qui vont stagner plus longtemps qu'avant sur le pays.